Loana Petrucciani n'était plus une rumeur de plateau, ni un retour annoncé, ni un visage fatigué saisi par une caméra de plus. Elle était devenue une absence terrible, presque muette, d'autant plus insupportable que sa fin laisse encore derrière elle un contour flou, une cause humaine plus douloureuse que n'importe quel constat technique. Car oui, le décès de l'ancienne star de Loft Story est désormais confirmé. Oui, son corps a bien été retrouvé à son appartement de Nice le 25 mars 2026. Et oui, l'enquête ouverte par le parquet cherche encore à comprendre avec précision ce qui s'est passé. Mais les procédures, les communiqués, les premiers éléments médico-légaux ne calmeront jamais la violence de l'image. Une femme que la France entière a un jour regardée vivre est morte seule, plusieurs jours avant qu'on ne la retrouve. Comment ne pas sentir dans cette fin une soif d'amour qui n'a jamais été rassasiée, et une méfiance si profonde qu'elle semblait, à la fin, ne plus pouvoir se déposer nulle part. Adieu Loana, adieu l'icône accidentelle, adieu la gagnante du premier grand conte télévisuel français, emportée dans un épilogue si triste qu'il ressemble moins à une conclusion qu'à un abandon. Ce qui frappe d'abord dans cette affaire, ce n'est pas seulement la mort, c'est la manière dont elle s'est imposée au réel. Les secours ont découvert Loana à son domicile niçois après l'alerte lancée par l'entourage et le voisinage, inquiets de ne plus la voir depuis plusieurs jours. Son chien, Kitty, a lui aussi été retrouvé mort, détail atroce qui ajoute à la scène une cruauté presque insoutenable. Les premières constatations judiciaires ont mentionné une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses dans la région lombaire, ce qui permet au parquet d'envisager à ce stade la piste d'une chute en arrière, sans éléments permettant de retenir l'intervention d'un tiers pour l'instant. Voilà la froideur de la procédure. Voilà la langue du droit. Et pourtant, derrière ces mots apparemment nets, rien n'est simple. Parce qu'une chute peut être un accident, bien sûr, mais elle peut aussi être le dernier point d'un effondrement plus ancien, plus diffus, plus intime. Que s'est-il passé dans les heures précédentes? Depuis combien de temps Loana glissait-elle réellement, au sens physique comme au sens moral? Était-elle déjà en train de disparaître de la vie des autres avant même de disparaître du monde? C'est là que le dossier cesse d'être un simple fait divers. Il devient le miroir d'une dégradation dont tout le monde voyait les contours sans pouvoir, ou sans vouloir, en mesurer l'issue. À Nice, plusieurs habitants de son quartier ont d'ailleurs décrit une femme très affaiblie, terriblement fatiguée, l'ombre d'elle-même. Ce mot revient sans cesse, l'ombre, comme si, avant la mort, il y avait déjà eu un effacement. Et puis il y a la mère qui, cette fois, ne se tait plus. Violette Petrucciani, 69 ans, a parlé dans les jours qui ont suivi, et ces mots n'ont rien d'un simple hommage convenu. Ils portent la stupeur d'une femme qui ne s'est pas seulement réveillée orpheline de sa propre fille, mais coupable aussi de n'avoir pas pu franchir à temps la dernière distance. Ce qu'elle confie à la presse française, c'est un choc encore brut, encore sans forme, un état de sidération où le cerveau refuse l'information, même quand tout la confirme. Elle dit n'avoir toujours pas réellement réalisé. Elle dit devoir tenir. Elle dit surtout que quelque chose s'est brisé bien avant le 25 mars. Pendant longtemps, sa fille et elle s'appelaient presque chaque jour. Puis, à partir de décembre 2025, tout aurait changé. Le contact se serait raréfié, puis presque éteint. Ce n'est pas un détail, c'est une clé. Dans les récits de mères endeuillées, il arrive souvent qu'on cherche un dernier message, une dernière dispute, une dernière promesse. Ici, il y a pire. Il y a une zone grise, une érosion lente, un lien qui se vide sans bruit jusqu'à devenir presque méconnaissable. Et si c'était justement cela, le plus insupportable? Non pas seulement perdre son enfant, mais sentir qu'on l'a perdu une première fois avant sa mort, dans un recul silencieux qu'on n'a pas su enrayer. Le détail qui glace le plus Violette, et qui agit déjà comme la fameuse piste choc autour de laquelle se cristallise l'émotion médiatique, concerne précisément ce basculement de décembre. D'après les récits relayés après son entretien à Paris Match, la mère de Loana estime que les choses ont changé au moment où des problèmes seraient apparus avec la personne que sa fille fréquentait alors, présentée dans les reprises de presse comme une femme entrée dans son entourage. Soyons rigoureux, parce qu'il le faut plus que jamais. L'identité de cette personne n'est pas publiquement établie dans les articles consultables. Son rôle n'est pas décrit par l'enquête comme une cause du décès,
et rien ne permet aujourd'hui de lui attribuer une responsabilité pénale ou directe. Mais dans un dossier aussi douloureux, ce type d'élément devient un signal émotionnel majeur. Pourquoi les appels ont-ils cessé à ce moment-là? Pourquoi Loana s'est-elle refermée à partir de cette période? Pourquoi ce lien maternel, déjà si fragile, a-t-il de nouveau cassé à cet instant précis? Il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de regarder en face ce que révèle la mère. Pour elle, il y a eu un avant et un après décembre 2025. Et dans toute tragédie, il existe toujours un mois, une rencontre, une habitude ou un silence qui devient, rétrospectivement, la chambre d'écho de tout le reste. Décembre semble être ce mois-là. Cette impression d'avoir approché le drame sans pouvoir l'empêcher prend une force presque insoutenable quand on regarde la date du 11 mars 2026. Ce jour-là, Violette Petrucciani se rend chez sa fille en compagnie de Laurent Amar, présenté comme un très proche ami de Loana. Elles montent, elles frappent, elles attendent, mais la porte ne s'ouvre pas. À l'intérieur, seuls les aboiements du chien se font entendre. Ce souvenir, au moment où il s'inscrit, n'est sans doute encore qu'une inquiétude de plus dans une histoire longue de crise, de repli, de silence, de portes qui se ferment et de retours inattendus. Mais après le 25 mars, cette scène devient atroce. Elle change de nature. Elle cesse d'être un épisode parmi d'autres et se transforme en instant maudit, en rendez-vous manqué avec le réel, en faille où chacun vient déposer sa culpabilité. Fallait-il insister davantage? Appeler plus tôt? Forcer l'entrée? Demander de l'aide immédiatement? Ces questions rongent toujours les vivants, surtout quand le passé est fait d'alertes répétées qui finissent par brouiller le seuil du danger absolu. Quand une personne a déjà tant vacillé, comment savoir quel silence annonce seulement une crise de plus et quel silence annonce la fin? C'est ce piège qui dévore les familles abîmées. À force de vivre dans l'urgence, elles ne savent plus reconnaître l'irréparable quand il arrive vraiment. Pour comprendre pourquoi la parole de la mère touche autant, il faut revenir à ce que fut leur lien. Non pas une relation simplement mauvaise, mais une relation presque impossible, tissée de tendresse, de rejet, de protection, de rancœur, de fidélité brisée puis recousue. Les sources françaises publiées après la mort de Loana décrivent toutes, à des degrés divers, une relation difficile, chaotique, usante depuis des années. Il y eut de l'amour, bien sûr, et même beaucoup d'amour, mais un amour altéré par les blessures anciennes, les dépendances, les interventions extérieures, les peurs et les reproches jamais véritablement liquidés. À certains moments, Violette a semblé être la forteresse de sa fille. À d'autres, elle en est devenue la figure la plus contestée. Cette oscillation permanente est capitale, parce qu'elle interdit les lectures confortables. Non, Violette n'est ni la mère sainte, ni la mère monstre. Et Loana n'est ni l'enfant injuste, ni la victime pure. Elles étaient deux femmes attachées l'une à l'autre par quelque chose de plus fort que la raison, mais aussi blessées au point de se faire mutuellement du mal. Dans un tel lien, il arrive même que la colère atteigne des zones honteuses, que la lassitude fasse naître des pensées qu'aucune mère n'ose revendiquer clairement, comme si l'amour lui-même devenait par instants trop lourd à porter avant de reprendre sa place, cabossé, mais toujours là. C'est cela qui rend le deuil de Violette si poignant. Il ne repose pas sur un lien paisible interrompu par la mort, mais sur une relation ravagée que la mort condamne à rester inachevée. Et pourtant, ce serait une erreur immense de réduire Violette à la mère des derniers conflits. Elle a aussi compté parmi les grandes forces qui ont lancé la trajectoire de Loana. Plusieurs articles récents rappellent que c'est elle qui avait poussé sa fille à tenter l'aventure Loft Story en 2001. En une décision presque banale, presque maternelle dans son intention, elle a contribué à ouvrir la porte la plus décisive de toute son existence. On imagine ce moment comme beaucoup de mères peuvent l'imaginer. Une fille jolie, blessée, en quête d'avenir, à qui l'on souffle qu'une chance peut surgir, qu'il faut essayer, que rien ne coûte de déposer un dossier. Et soudain, le dossier devient un raz-de-marée. En 2001, Loana remporte la première saison de l'émission qui lance la télé-réalité moderne en France. Elle devient un phénomène national, une silhouette immédiatement reconnaissable, un visage surexposé, un symbole de désir, de scandale, de naïveté, de projection collective. Mais que savait-on, à cet instant,
de la fragilité intérieure de celle qu'on était en train de transformer en emblème. Presque rien. Ou pire, on ne voulait rien savoir. La mère, elle, avait peut-être rêvé d'un avenir. Le système, lui, a fabriqué une figure. Et entre le rêve maternel et l'exploitation médiatique, Loana s'est peu à peu retrouvée prise dans une mécanique qui l'a dépassée de toutes parts. La vérité, c'est que le drame Loana n'a jamais commencé avec la célébrité. Il plonge bien plus loin, dans une enfance déjà fracassée. Loana Petrucciani est née le 30 août 1977 à Cannes et a grandi entre Cannes, Golfe-Juan et Grasse. Des récits publiés ou rappelés après sa mort décrivent un environnement familial profondément instable. Un père pompiste, une mère au foyer, la violence dans la maison, l'alcoolisme paternel, la peur qui s'installe tôt, puis les révélations plus sombres encore autour des violences sexuelles incestueuses évoquées dans son parcours. Cette donnée est essentielle, parce qu'elle empêche de raconter Loana comme une simple star brisée par les médias. Les médias ont amplifié la chute, oui. Ils ont sexualisé, humilié, recyclé sa vulnérabilité en spectacle, oui. Mais le sillon de la souffrance était déjà là. Plusieurs analyses récentes insistent d'ailleurs sur ce continuum. Violence intrafamiliale, inceste, violence conjugale, harcèlement, addiction, exposition sexiste. Autrement dit, Loana n'a pas seulement été la première héroïne de la télé-réalité française, elle a aussi été, à sa manière, un concentré tragique de ce que la société sait très bien voir chez les femmes, sans jamais vouloir le prendre entièrement au sérieux. Comment s'étonner qu'une existence si précocement blessée n'ait jamais réussi à trouver une stabilité durable, même après la gloire, même après les retours, même après les promesses de reconstruction. Dans les années qui suivent l'explosion de Love Story, la lumière se retourne lentement contre elle. Les apparitions médiatiques se succèdent, puis les hospitalisations, les épisodes dépressifs, les dépendances, les tentatives de suicide évoquées au fil des ans, les rechutes, les rumeurs, les cris d'alarme auxquels plus personne ne sait vraiment comment répondre. La trajectoire devient celle d'une femme observée jusque dans son effondrement. Et au lieu de provoquer un sursaut général, cette chute nourrit aussi une forme de fascination collective. Des journalistes et auteurs qui ont travaillé sur son cas l'ont redit après sa mort. Regarder Loana tomber a longtemps procuré à une partie du public, et parfois à certains médias, une jouissance trouble, faite de sexisme, de voyeurisme et de pitié consommée comme un spectacle. C'est dur à entendre, mais comment le nier? On a souvent plus parlé de sa décadence que de ses blessures. On a davantage commenté son corps, ses coups, ses overdoses, ses apparitions confuses, que l'épaisseur réelle de ce qu'elle traversait. Le plus terrible, c'est peut-être cela. Loana n'a jamais cessé d'être visible, et pourtant, elle a longtemps été très mal regardée. Être vue n'est pas être secouru. Être célèbre n'est pas être entouré. Être commentée n'est pas être comprise. Toute son histoire semble contenue dans cet immense malentendu. Puis vient l'année 2021, sans doute l'un des points de rupture les plus violents entre Loana et sa mère. Cette année-là, dans un climat déjà ravagé par les accusations visant son ex-compagnon Fred Covin, Loana annonce une plainte visant à la fois cet ancien partenaire et sa propre mère. Les qualifications relayées par la presse sont extrêmement lourdes. Harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures. C'est un séisme. À partir de là, le lien mère-fille semble tomber au plus bas, comme si la défiance avait fini par dévorer ce qui restait de confiance. Mais là encore, la complexité résiste à toute version simplifiée. Car autour de la même période, d'autres récits montrent Violette tentant d'alerter sur l'état de sa fille, souhaitant des mesures de protection, notamment par le biais d'une curatelle demandée à l'automne 2020 après une hospitalisation psychiatrique. D'un côté, une fille qui accuse sa mère de l'avoir trahie. De l'autre, une mère qui affirme vouloir sauver sa fille d'un environnement destructeur. Où se tient la vérité dans une configuration pareille? Sans doute dans un espace trouble, où l'aide, le contrôle, l'amour, la peur et la dépossession se mélangent jusqu'à devenir indiscernables pour celles-là même qui les vivent. C'est précisément ce mélange qui rend leur histoire si difficile à raconter sans injustice. Ce qui bouleverse dans les derniers mois de la vie de Loana, c'est qu'après tant d'années de tempête, un rapprochement semblait pourtant avoir existé.
Installée à Nice depuis 2023, elle vivait plus près de sa mère, elle aussi présente dans les Alpes-Maritimes, du côté d'Antibes. Le lien, selon Violette, s'était réparé en partie. Les appels étaient fréquents. Une forme de routine affective avait repris. Rien de miraculeux, rien d'idéal, mais peut-être un fil, fragile, qu'on croyait à nouveau attaché. Puis décembre 2025 est arrivé comme une nouvelle cassure. C'est cela qui rend le récit si déchirant. Il n'y a pas seulement la mort, il y a la répétition. Encore une fois, on s'éloigne. Encore une fois, on se parle moins. Encore une fois, une présence extérieure semble compter. Encore une fois, Violette sent qu'elle perd l'accès à sa fille. Et au bout de cette répétition, cette fois, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a plus de retour. Voilà pourquoi le témoignage de la mère résonne si fort. Il ne donne pas une explication totale, mais il dessine un avant-dernier chapitre que beaucoup pressentaient sans en voir le terme. Loana n'est pas morte seulement d'une chute possible, si la justice confirme cette hypothèse. Elle est aussi morte au bout d'un long corridor de fatigue, de rupture, de défiance et d'épuisement moral. Peut-on vraiment séparer la scène finale de tout ce qui l'a précédé? Peut-on découper une tragédie en une simple cause immédiate quand toute la vie semble déjà avoir préparé le terrain de l'effondrement? Et c'est ainsi que l'on revient à la mer, debout au milieu des ruines, avec ses contradictions, ses remords, sa sidération, ses vérités partielles, et ce deuil qui n'a rien d'apaisé. Violette Petrucciani parle aujourd'hui parce qu'elle n'a plus le luxe de se taire. Sa fille est morte, et avec elle s'est refermée la dernière possibilité d'un pardon complet, d'une discussion nette, d'une redistribution honnête des torts et des tendresses. Dans ce genre d'histoire, la mort n'efface pas les conflits, elle les fige, elle ne répare rien. Elle transforme seulement les questions vivantes en questions sans réponse. La justice poursuivra son travail, les expertises compléteront peut-être la chronologie, les proches continueront à reconstituer les derniers jours. Mais le grand vertige, lui, ne disparaîtra pas. Comment une femme devenue, en 2001, la Cendrillon moderne de la télévision française, a-t-elle pu finir dans une telle solitude? Combien de fois a-t-elle demandé à être sauvée sans trouver la forme de secours qui convenait? Et nous, collectivement, qu'avons-nous fait de cette femme que nous avons d'abord couronnée, puis regardée se débattre comme si sa détresse faisait encore partie du programme? Le drame. Loana ne se ferme pas avec un communiqué judiciaire. Il reste suspendu quelque part entre un appartement silencieux de Nice, une mère qui comprend trop tard que le fil a cassé, et un pays entier qui découvre avec retard que certaines étoiles ne tombent pas d'un coup. Elle se consume très longtemps avant qu'on accepte enfin de voir la nuit.